Il y a certains pays qui ont beau être puissants, ils doivent surmonter quelques problèmes à cause de leur force. Premier cas, la Russie. Beaucoup trop grande horizontalement. Bon, même si c'est un peu de la poudre aux yeux, le pays est réel, le 3/4 de la population habite dans le quart ouest du pays, qui est pas plus grande que l'Europe. Tout ce qu'il y a derrière l'Oural, c'est pour les ressources naturelles. Le truc, c'est que la Russie a quand même quelques problèmes géographiques, notamment son climat, qui l'empêche d'être une puissance maritime. Prenez Saint-Pétersbourg, le deuxième port du pays. L'hiver, le gel bloque les bateaux. Les ports de la mer Noire, dont le plus gros, Novorossiysk, sont florissants, mais n'offrent pas beaucoup de possibilités de sortie. Reste l'Est, glacial, éloigné de tout, mais avec un accès au Pacifique. Deuxième cas, le Chili, qui est beaucoup trop grand, mais verticalement. 20 fois plus qu'horizontalement, aussi long que l'Europe, mais pas plus large que le Portugal. Cette géographie très particulière se reflète sur son climat. Le nord est chaud et sec, le sud polaire et humide, et le centre bénéficie d'un climat méditerranéen propice à l'agriculture. Troisième cas, l'Australie, qui est certes bien proportionnée, mais trop grande. 90% de la population vit près de la côte est, à cause des températures infernales et de l'aridité qui persistent au centre et à l'ouest. Malgré une concentration côté ouest, les quelques grandes villes sont toutes éloignées les unes des autres. Si tu habites à Sydney et que ta copine est à Perth, il te faudra parcourir 41 heures de route pour aller la voir. De Sydney à Melbourne, ça paraît pas loin, mais il y a quand même 9 heures. Ajoutez à ça que c'est un pays occidental, complètement isolé du reste du monde, des flux aériens, des flux de marchandises, du décalage horaire, à l'inverse de tout le monde. Le Japon. Le Japon est la 3e plus grosse économie du monde. Son empire a régné en maître sur la quasi-totalité de l'Asie-Pacifique. Et pourtant, elle a une géographie claquée. Regardez-moi cette carte. C'est littéralement une montagne géante au milieu de la mer. 76% du pays est difficilement praticable. La majeure partie de la population se concentre dans les 3 seules grandes plaines du pays, Nobi, Osaka, mais surtout Kanto. Cet endroit-là, 1/3 de la population japonaise y réside, alors que c'est à peine plus grand que l'Île-de-France. Le problème, c'est que c'est aussi dans ces plaines où se concentre l'agriculture. Il n'y a que 12% de terres arables au Japon, pas assez pour nourrir tout le monde. 60% des aliments japonais doivent être importés. Ça a posé un énorme souci pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Américains ont juste eu à couler la moitié des bateaux japonais en mer, et le pays était paralysé et affamé. En plus, il n'y a aucun vrai fleuve praticable à l'intérieur pour assurer le transport. Regardez la France. C'est génial, parce que tu peux aller partout grâce au réseau fluvial. Mais au Japon, tout se jette directement dans la mer. C'est pas intéressant. En plus, ça pose un deuxième gros problème. Le manque d'unité. On le sait, le pays a été traversé par les guerres internes. Il y a eu au moins 5 capitales différentes à travers l'histoire. Et ça se comprend. Comment vous voulez régner sur un pays qui est constitué de 6852 îles, dont les plaines sont isolées les unes des autres, barricadées par des montagnes qu'on ne peut franchir qu'avec de coûteux ouvrages autoroutiers. Déjà, il est à la jonction de 4 plaques tectoniques, ce qui fait que les séismes sont fréquents, très fréquents, plus de 2000 par an en moyenne. Cette petite région concentre 20% de tous les tremblements de terre les plus puissants au monde. Vous voyez le séisme de 2011, Fukushima, tout ça ? C'est un des 5 séismes les plus puissants enregistrés par l'humanité. Au Japon, il y a aussi des super typhons, comme Hagibis en 2019, le plus coûteux de l'histoire avec 15 milliards de dégâts. Ou encore des volcans destructeurs, il y en a plus de 111 actifs dans tout l'archipel. Étonnamment, cette rusticité a aussi été une de leurs grandes forces. Plusieurs fois, le Japon a failli être envahi par ses voisins, mais à chaque fois, ils ont été sauvés par la nature. Par exemple, les tempêtes qui ont ravagé les flottes mongoles. La Pologne. Avoir des plaines, c'est cool. Ça permet d'avoir plein de terres cultivables et d'y construire ce qu'on veut, des villes, des routes, des usines. On a de la place. C'est le cas de la Pologne où 90% du territoire est plat. Pour vous dire, ses premiers habitants s'appelaient les Polanes, ce qui veut littéralement dire le peuple de la plaine. Et quand on voit le réseau fluvial qui quadrille merveilleusement le pays, on pourrait se dire que s'installer là-bas, c'était le bon choix. Alors c'est quoi le problème ? Quand vous voyez cette carte, est-ce que vous savez tracer instinctivement les frontières de la Pologne ? Donner la forme du pays, un peu comme la France, l'Espagne ou l'Italie. Non, la Pologne manque de frontières naturelles. Pendant un certain temps, la Pologne était une puissance mondiale avec une superficie englobant la Lituanie, la Lettonie, la Biélorussie, l'Ukraine et même un peu de la Russie. Bon là c'est plus vraiment le cas. Pendant des siècles, elle n'a fait que subir les attaques ennemies, perdant du terrain en continu. 1772 aura été le début de la fin, la Pologne s'inclinant face aux armées russes de Prusse et d'Autriche. Elle perd alors 30% de son territoire.
20 ans après, elle cesse carrément d'exister, annexée par les 3 puissances voisines. Ça a duré jusqu'en 1918 avec l'effondrement de ces 3 empires, mais la Pologne n'a pas vraiment eu le temps de souffler. De 1492 à aujourd'hui, la Pologne a été divisée par 4. Ajoute à ça des ressources naturelles très limitées, un climat pas fou avec des hivers très froids et des étés pluvieux, et tu comprends mieux la caricature. Bonsoir et bienvenue au quart d'heure de bonne humeur de la télévision polonaise. L'Iran. Si la Pologne est un pays trop plat, l'Iran est probablement ce qui se fait de pire en termes de trop de relief. Matez-moi cette carte topographique. À l'ouest se trouvent les monts Zagros, une frontière naturelle avec l'Irak, et vers le nord, les monts Elbourz qui protègent des pays autour de la mer Caspienne. Toutes ces montagnes forment une barrière qui protège le cœur iranien, mais qui sépare aussi les peuples. On dénombre pas moins de 80 groupes ethniques différents, tous parlant leur propre langue régionale. Et c'est un problème du pays. C'est le cœur de l'Asie, le carrefour de tous les peuples. Il n'y a donc aucune unité génétique, entre guillemets. Ce qui tient le pays ensemble, c'est la religion musulmane, mais même là, il y a une fracture entre chiites et sunnites. Le pays est soumis à d'importants flux de migrants, particulièrement ses voisins en guerre. 3 millions d'Afghans, un demi-million d'Irakiens, et ils morflent pas mal. Prenez la guerre contre l'Irak. Le front était ici, dans les plaines du Khouzistan, une région fertile, riche, avec d'immenses ressources en eau et en pétrole. Eh bien, c'est pas très logique, mais c'est iranien. Pourtant, la deuxième plus grosse ville irakienne, Bassora, est juste à la frontière. Pas étonnant que l'Irak a toujours voulu ce territoire. C'était facile pour eux d'envoyer des tanks, des hommes, alors que les soldats iraniens devaient faire des voyages difficiles à travers les montagnes. En vrai, sans l'intervention de l'ONU, il est fort probable que ce territoire soit aujourd'hui irakien. À côté de ça, le pays a un climat très compliqué, il y fait très chaud, trop chaud. En mai, un record de chaleur y a été battu à 80,8 degrés dans le désert de l'Hôte. En plus, il n'y a pas de fleuve important dans le pays. Il y a des rivières quand même, comme le Zayandeh-Round, mais qui, soumis à la croissance démographique, au changement climatique et à des cultures intensives, est en train de s'assécher. L'Ekistan. Autour de l'Iran, il y a un sacré paquet de pays que vous ne connaissez sûrement pas très bien. Tous ceux qui finissent par ce temps-là. Il y en a 7 qui vivent reculés, loin de tout littoral, encerclés par les surpuissances chinoises, russes, indiennes et iraniennes. Alors pourquoi ces 7 pays ne se regrouperaient pas pour former un seul et unique bloc? Ça serait le 4e pays le plus peuplé au monde avec 314 millions d'habitants, le 7e plus grand en surface et la 5e armée permanente du monde avec un peu moins d'1 million de militaires actifs. Géographiquement, ça serait idéal avec un accès à l'Europe et à l'océan Indien grâce au Kazakhstan et au Pakistan actuels. Le pays serait unifié par l'islam et une histoire commune, celle de la route de la soie et de Gengis Khan. C'est beau, hein? Bah ça n'arrivera sûrement jamais. Un pays développé comme le Kazakhstan n'a pas vraiment de raison de s'allier à un pays comme l'Afghanistan, qui connaît de fortes tensions militaires, ou encore le Turkménistan et le Tadjikistan avec des régimes dictatoriaux. Par exemple, les frontières entre le Tadjikistan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan, chacun voulant étendre son territoire sur l'autre. Même au sein des pays, il y a des guerres civiles, comme en Afghanistan, entre les Pashtuns, les Tadjiks et les Ouzbeks. La question de l'unité se posera encore plus au moment de choisir la capitale. Ça sera sûrement le Pakistan qui remportera les négociations. C'est le seul pays avec l'armement nucléaire et un accès au commerce maritime. En plus, en termes de richesse, pour rivaliser avec le PIB de Karachi, capitale économique du Pakistan, il faudrait combiner le PIB de l'Afghanistan, du Tadjikistan, du Kirghizistan et de l'Ouzbékistan. Le nouveau pays aurait 3 frontières très conflictuelles avec l'Inde, l'Iran et la Russie. Autant vous dire que ces puissances ne laisseront jamais une telle union se faire. L'Indonésie. Si ce nom vous fait penser aux vacances sur la plage, vous êtes très loin de la réalité. Ce pays est la réunion de 17 504 îles. À éloignement extrême, diversité culturelle monstrueuse. Il y a plus de 719 langues parlées. Le 2e plus gros réservoir linguistique du monde. Et on parle pas de petites langues parlées au fin fond de la forêt. 13 dépassent le million de locuteurs avec des alphabets bien différents. Les papiers administratifs, ça doit être un enfer. Pour rajouter une petite couche au conflit qui bouillonne, les frontières. C'est un peu n'importe quoi dans la région. La Papouasie coupée en 2, Bornéo coupé en 2, avec même un 3e micro-état qui vient se caler au milieu. Bref, ça a été dessiné au ciseau par l'héritage colonial. Ouais, encore. En 2050, la capitale Jakarta devrait avoir les pieds dans l'eau. Elle n'a pas été balayée par un tsunami d'ici là. Ouais, parce que Java est aussi à la croisée de 2 plaques tectoniques. Donc, des séismes et des volcans. En Indonésie, il y en a plus de 500.
Et le plus dangereux, Tambora, Krakatoa, Merapi, ils sont où? Ils sont pas loin de Jakarta, sur l'île de Java. Voilà pourquoi il a été décidé de carrément déplacer la capitale sur une autre île, à Bornéo, radical. Ceci afin de mieux dispatcher les populations et s'éloigner des catastrophes naturelles. La nouvelle ville devrait être construite d'ici 2024 autour d'une intégration ville-forêt technologique. C'est un projet très excitant.